Le Conseil national de transition en sa session budgétaire a donné ce matin son cutus à 2 projets de loi et désormais la profession d'architecture sera bien encadrée avec l'adoption de nouveaux textes et le statut général des établissements publics à caractère professionnel datant de 1996 a été modifié. Les projets de loi ont été défendus par les ministres en charge de la refondation et celui de l'urbanisme. Le gouvernement à l'écoute de la diaspora, la première réunion du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur s'est ouverte ce matin à Bamako. Ces assises de 2 jours visent à renforcer la cohésion entre les Maliens établis à l'extérieur et leur pays. Il s'agit de garantir la participation effective de la diaspora au développement national. Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, jour J-2. Le ministre en charge de la culture a procédé cet après-midi à la découverte de la mascotte de la Biennale et à l'inauguration de la salle Ali Farka Touré, une infrastructure de 400 places réhabilitée à plus de 100 millions de francs CFA, et c'est cette salle qui abritera les spectacles. Dans la chronique judiciaire, Garibou Pérou nous ouvre les portes de l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo. L'Institut assure à la fois la formation initiale et le développement continu des acteurs judiciaires. Il dispose de 4 écoles spécialisées. Rendez-vous en fin de journal. Toutes nos excuses pour ce léger retard, vous servir est un réel plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la grande édition de 20h. Je vous l'annonçais à l'instant, les membres du Conseil national de transition ont adopté ce matin 2 projets de loi visant à améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Le ministre en charge de la refondation a défendu le projet de loi portant statut général des établissements publics à caractère professionnel du 12 juin 1996. L'adoption de ce texte est selon le ministre une avancée pour la gouvernance. Le second projet de loi a trait à la réglementation de la profession d'architecte au Mali. Notre reporter Aridou Matina a suivi les travaux. Voici son compte-rendu. Pays membre de l'UEMOA, la République du Mali harmonise son texte de loi avec la directive de l'espace communautaire. Le projet de loi régissant la profession d'architecte dans notre pays est voté lors de cette séance plénière par les membres du Conseil national de transition avec 125 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Ainsi, le Mali prend en compte cette directive de l'UEMOA qui date de 2013 au profit de la loi de 1989 portant organisation de la profession d'architecte en République du Mali. C'est aussi la première profession qui a été libéralisée en République du Mali en 1989. Donc avec les changements intervenus au niveau de notre espace commun qui est l'UEMOA, donc il y a eu des directives, donc il était important aujourd'hui que la République du Mali puisse emporter ce pas et harmoniser ces textes avec la directive. C'est ce qui vient d'être fait. Donc cette harmonisation, qu'est-ce que ça va amener? Ça amène vraiment à ce que nos architectes puissent compétir partout dans l'espace IMOA. Et aussi les architectes des autres pays peuvent venir compétir au Mali. Ça veut dire que nous, nos architectes doivent être aussi à hauteur de mission, doivent se professionnaliser, doivent se battre pour avoir leur part de marché dans l'espace IMOA. On a intégré d'autres dispositions en sorte que les architectes puissent faire 24 mois de stage, avant c'était 18 mois. Aussi, puissent prêter serment avant de commencer la profession. Donc ça c'est très important, ça permet à l'architecte de mesurer la portée vraiment de ses actes. Dans le souci de mieux encadrer la création, l'organisation et le contrôle des établissements publics à caractère professionnel, l'organe législatif a examiné et adopté certaines dispositions du statut général des établissements à caractère professionnel, notamment celles relatives à l'approbation du budget qui se trouve en contradiction avec les principes communautaires de l'UEMOA, cela en matière de comptabilité publique. Le dit projet de loi est adopté avec 128 voix pour, 0 contre et 1 abstention. La directive de l'UEMOA qui est venue après et que nous avons transposée dans notre arsenal juridique prévoit que non seulement le budget va être approuvé par le ministre de tutelle, mais aussi il va être approuvé par le ministre de l'économie et des finances. Voilà, c'est cette contradiction qui existait entre la loi nationale et la norme de l'UEMOA. Nous avons tenu à ce que cette contradiction soit levée pour qu'on harmonise le texte national
avec le texte communautaire. C'est un texte qui est en application depuis 1996, mais qui avait relevé un certain nombre d'insuffisances. La première approbation est l'organe délibérant, bien entendu, de l'établissement public à caractère professionnel. Et c'est la deuxième approbation qui est soumise au ministère des Finances. C'est ce travail que nous avons exécuté. La séance du jour constitue la 4e session plénière d'octobre en cours qui prend fin ce jeudi. Le Mali se dotera très bientôt d'un pôle judiciaire foncier conformément aux orientations du président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature, le général d'armée Assimi Goïta. Les avant-projets de texte relatifs à sa création sont examinés par les décideurs experts, membres des organisations de la société civile et acteurs du foncier. Le reportage de Mamadou Fani. La gestion des litiges fonciers constitue un véritable défi auquel les juridictions sont confrontées au Mali. Une situation qui fragilise la paix sociale avec son lot de conflits entre individus et souvent entre communautés. La création d'un pôle judiciaire foncier est une réponse des autorités pour prendre en charge la gestion des affaires foncières. Cet atelier de consultation autour des avant-projets du pôle judiciaire foncier vise à partager les textes de création de cette juridiction. Les fonciers occupent la majeure partie de nos temps. À ce sens qu'on est confronté à pas mal de problèmes concernant les fonciers. Réunir les différentes couches de la société pour parler de ces problèmes-là, je crois que c'est d'importance capitale. Dans la pratique, le contentieux foncier devant les juridictions représente une bonne part des dossiers. La création du pôle judiciaire foncier va contribuer à décongestionner les juridictions. La création d'un pôle foncier, juridiction spécialisée en matière foncière, dont les compétences cumulées concernent la matière civile, administrative et pénale, s'avérait comme une nécessité absolue. La finalité recherchée étant la mise en place d'un dispositif global, intégré et inclusif, une sorte de guichet unique dans le cadre de la gestion judiciaire du foncier, susceptible de gérer de façon coordonnée, efficace et efficiente la question foncière par une juridiction à composition hétéroclite, pluridisciplinaire, à la fois compétente en matière civile, pénale et administrative. Ce présent atelier regroupe les magistrats, les représentants des collectivités et les gouvernorats du district de Bamako, de Koulikoro et environ. À présent, la teneur de ce communiqué, le procureur général près la cour d'appel de Bamako informe l'opinion nationale et internationale que des faits relatifs au comportement peu orthodoxe du lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vézilier, de nationalité française, caractérisé par des actes visant à porter atteinte à la sûreté de l'État, à la stabilisation des institutions de la République, à la souveraineté nationale et à s'aimer la terreur, ont été portés à sa connaissance. Dans cette entreprise mafieuse, le lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vézilier a noué des contacts en vue de déstabiliser les institutions et de soutenir des entreprises terroristes avec certaines personnes civiles et militaires. Ces agissements font actuellement l'objet d'un examen approfondi par le pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Le procureur général tient à rassurer la population que toute la lumière sera faite sur cette affaire et que les responsabilités seront situées dans le strict respect des principes de l'État de droit, des droits de la défense et des libertés fondamentales. Il rappelle avec fermeté que la République du Mali est un État souverain et que toute action individuelle ou collective visant à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou à troubler la paix sociale expose son notaire aux sanctions
prévues par la législation malienne. Le procureur général appelle les citoyens au calme, à la retenue et au respect des lois de la République, tout en réaffirmant l'engagement constant de l'institution judiciaire à œuvrer en toute indépendance, impartialité et dans le respect de la légalité. Le gouvernement à l'écoute de la diaspora. La première réunion du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur s'est ouverte ce matin à Bamako. Ces assises de 2 jours visent à renforcer la cohésion entre les Maliens établis à l'extérieur et leur pays. Il s'agit de garantir la participation effective de la diaspora au développement national. Cette première session est une étape majeure dans la refondation et établit le pont entre l'État et sa diaspora. Les travaux se déroule au Centre international des conférences de Bamako. Le reportage de Kharidja Toukouni. Nous vous offrons aujourd'hui, au nom du chef de l'État, le cadre qui désormais sera le lieu où nous allons discuter directement de vos problèmes. Ainsi sont lancés les travaux de la première réunion du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Inclusif et participatif, ce rendez-vous marque une nouvelle étape dans la relation entre le Mali et sa diaspora, unis par un même objectif, contribuer à l'édification d'un avenir meilleur. Les représentants des Maliens de l'extérieur, les autorités nationales et les partenaires institutionnels se retrouvent ainsi pour bâtir des solutions concertées et durables. Un dialogue constructif qui permet de mieux canaliser les compétences, les ressources et l'expertise de la diaspora au service du Mali. La création du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur, CCMEX, est le fruit d'un processus long et d'une large concertation. Elle répond aux recommandations des Assises nationales de la refondation et des États généraux de la migration tenus en août 2023. Elle cadre avec la politique nationale des migrations et s'insère dans les dialogues intermaliens pour la paix et la réconciliation nationale. Les CCMEX se veut un espace pour contribuer à la cohésion, à l'entente, à l'unité et à la solidarité entre les Maliens établis à l'extérieur et pour faciliter les dialogues entre elles et le gouvernement. Ce cadre de concertation se veut transparent et dynamique. Il traduit la volonté des autorités de faire des Maliens établis à l'extérieur des acteurs à part entière du développement national. En renforçant cette collaboration, le Mali affirme sa détermination à construire un avenir fondé sur l'unité, la solidarité et la participation de tous ses fils et filles, où qu'ils se trouvent dans le monde. Au-delà de son apport économique, la diaspora malienne démontre chaque jour que la migration n'est pas seulement une quête de mieux-être ailleurs, mais un acte de partage et de co-construction entre le pays d'accueil et le pays d'origine. Par son expertise, notre diaspora, son savoir-faire et son engagement, elle concourt au renforcement des capacités des ressources humaines dans des domaines aussi variés que l'éducation, la santé, le sport, la recherche, la technologie, la gouvernance ou l'entrepreneuriat et la culture, j'en passe. Mais au-delà des chiffres, c'est la valeur humaine, citoyenne et intellectuelle de cette diaspora qui mérite d'être célébrée. Investissement, transfert de compétences, protection des droits des Maliens à l'étranger, autant de sujets au cœur des échanges entre le Mali et les représentants de la diaspora. À travers ces thématiques, seront abordées sans nul doute la gestion des Maliens établis à l'extérieur et les enjeux migratoires. Qu'à travers ces cadres de concertation, la diaspora dispose d'un formidable outil pour renforcer sa cohésion et se positionner davantage comme un acteur stratégique du développement national. La diaspora malienne, forte de millions de ressortissants à travers le monde, joue un rôle essentiel dans le développement du pays. Chers camarades maliens établis à l'extérieur, le CCMEX nous interpelle collectivement. Il appelle à la responsabilité, à la discipline associative et à l'esprit de dépassement. Dans un contexte national et international marqué par des profondes mutations,
Le Mali a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles où qu'ils se trouvent. Au-delà du dialogue, ce cadre de concertation vise à transformer les attentes en actions concrètes au bénéfice des communautés locales et de l'économie nationale. Tout le monde, les Maliens se sont unis ensemble ici au Mali et en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Moi, je parle au nom des Maliens qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit, vraiment, si je viens au Mali ici, de tout faire, d'apporter leur salutation au président de la transition. Et puis, soutenir les militaires. La création de ces cadres répond à la préoccupation des Maliens de l'extérieur. Que ce ne soit pas un forum de plus. Il faut que cette fois-ci, des mesures appropriées, des décisions idoines soient prises pour que ces cadres-là répondent à nos préoccupations. Présente dans 77 pays à travers le monde, la diaspora malienne reste profondément attachée à son pays. Son engagement est réel et ce cadre renforce son implication dans les politiques de développement. À suivre après cette édition, le premier numéro du journal spécial consacré au cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur, et c'est une présentation de Nyanya Aliou Traoré. La diaspora est également célébrée lors de la nuit des Tunkaranké. L'initiative vise la promotion et la protection des migrants. La cérémonie s'est déroulée ce week-end en présence du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Le ministre Moussa Atayer a rappelé la contribution importante de la diaspora dans l'économie malienne. Le reportage de Aliou Abdoulaye Touré. La nuit du migrant au Tunkaranké est un événement culturel et citoyen dédié à la valorisation du migrant et à la reconnaissance de son apport au développement national. Depuis 5 ans, on n'a pas d'aide à la coopération. C'est l'aide de ces Maliens qui soutiennent et qui remplacent l'aide étrangère pour notre solidarité et notre souveraineté. C'est eux qui contribuent non seulement au développement du pays et à la maintenance de l'économie malienne pour le rayonnement du Mali et des Maliens. Quant au promoteur du programme Tunkaranké, il est largement revenu sur les initiatives en matière de développement économique déjà menées sur le terrain. Le programme Tunkaranké, comme je l'ai dit, développement endogène. C'est-à-dire au fait, à partir de l'existant dans les villages, comment organiser les habitants à structurer leur économie locale en vue de tirer plus de profits qui seront réinjectés donc dans le développement de leur village. Aujourd'hui, vous avez pu constater avec moi que les maires qui ont pu adopter en fait, le modèle économique qu'on appelle concept point diaspora, les résultats obtenus ont permis à ces maires aujourd'hui de bénéficier des attestations de reconnaissance. Donc, l'objectif recherché, c'est que ce modèle économique ne se limite pas uniquement dans ces communes-là, mais que ça soit étendu. L'apport des migrants à l'économie nationale est considérable, selon le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur. La diaspora, c'est aussi 1000 milliards apportés à l'économie du Mali chaque année. La diaspora, c'est des centaines et des milliers d'intellectuels qui viennent chaque année au Mali dispenser, encadrer des thèses doctorales, donner des formations continues. La diaspora, c'est aussi des hommes d'affaires qui investissent au Mali, mais qui investissent à l'étranger, qui ramènent de la richesse, qui créent de l'emploi, qui contribuent au développement de notre pays. Avec cette initiative, les Maliens établis à l'extérieur pourront être galvanisés afin qu'ils participent activement au développement de leur pays, comme l'ont souhaité les plus hautes autorités. Les travaux du symposium sur l'accroissement des opportunités d'emploi au Mali s'achèvent demain mercredi. Hier, après la cérémonie d'ouverture, l'assistance a suivi une conférence sur les opportunités d'emploi au Mali. Le panel était animé par l'expert international et ancien haut fonctionnaire des Nations Unies, Dramane Aïdara. Il ressort de son intervention que les emplois sont fondamentalement créés à la base, c'est-à-dire au niveau des collectivités. Pour plus de précision, nous l'écoutons au micro de Youssouf Diakité. La question de l'emploi aujourd'hui ne peut pas être considérée sous un seul prisme. Et il faut intégrer un certain nombre de leviers qui sont des leviers systémiques, mais en même temps aussi coordonnés et synergiques, d'où ces 4 leviers essentiels que sont d'abord la gouvernance locale,
que sont les questions de formation professionnelle, que sont les questions d'entrepreneuriat et d'innovation. Comme vous le savez, aujourd'hui, le Mali est un pays qui a fait partie des pays qui ont le plus de jeunes de moins de 35 ans, qui constituent l'essentiel de la population. Comment la transformer en véritable opportunité pour générer un maximum d'emplois? Ceci doit passer par une bonne formation professionnelle. Et donc l'occasion sera donnée au cours de cette conférence de voir aujourd'hui du point de vue des enjeux, du point de vue aussi des défis, quelles sont réellement les difficultés, les insuffisances de la formation professionnelle au Mali et quelles peuvent être aussi les solutions idoines qu'il faudrait y apporter pour assurer un meilleur ajustement entre l'offre de formation et la demande également de formation. Il y a aussi les questions d'entrepreneuriat. Comme vous le savez, de plus en plus, les États ne recrutent plus et c'est le secteur privé qui génère un maximum d'emplois. Et pour pouvoir y arriver, il faudrait aussi développer l'entrepreneuriat, mais sortir de l'entrepreneuriat de survie à l'entrepreneuriat productif. Et ces questions également seront abordées au cours de cette conférence. Et enfin, préciser que l'emploi ne se crée pas dans les ministères, l'emploi ne se crée pas dans les grandes capitales. L'emploi, c'est d'abord au niveau des collectivités. Et donc, considérer les collectivités comme étant des partenaires à part entière. Le Fonds des Nations Unies pour la population a remis hier un lot de plus de 4500 kits césariennes au ministère de la Santé et du Développement social. Le but est d'améliorer les conditions d'accès aux soins obstétricaux d'urgence ainsi que la réduction de la mortalité et la morbidité maternelle et néonatale. C'est un financement du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du projet Autonomisation des femmes dans la santé. La cérémonie a eu lieu dans les locaux de la pharmacie populaire de Kanadjigila. Le reportage de Awada Mankoulibaly. Destiné aux régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Gao, Menaka, Tombouctou et le district de Bamako, ces milliers de kits césariennes seront repartis entre 60 districts sanitaires et 11 hôpitaux. À travers cette initiative, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA s'associe au gouvernement du Mali afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif de 244 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. L'objectif est de renforcer la disponibilité des services de prise en charge des complications obstétricales couvrant ainsi les besoins de plus de 4 545 cas de césarienne. Les kits ne se limitent pas à la réalisation de césariennes simples. Ils contiennent également des fournitures pour d'autres interventions chirurgicales essentielles. Selon la ministre de la Santé, cette donation permettra de combler les déficits existants et de sécuriser les stocks nationaux pour les mois à venir. Ce don, qui représente une valeur de 250 780 320 francs CFA, est bien plus simple qu'un simple transfert d'intrants. Il incarne un engagement humanitaire fort qui vient renforcer la capacité du système de santé à gérer les complications obstétricales. Il est important de souligner que ces kits viennent compléter le déploiement récent de 203 sages-femmes dans les zones rurales. Par ailleurs, le représentant de l'UNFPA a exhorté la pharmacie populaire du Mali à assurer un acheminement rapide des kits vers les structures bénéficiaires afin de libérer de l'espace pour la réception prochaine d'autres équipements et kits médicaux. Pendant ces 2 jours, nous constatons une baisse de température et certaines régions du pays ont même enregistré de la pluie. Qu'est-ce qui explique ce dérèglement climatique? Pour en savoir plus, l'une de nos équipes de reportage s'est rendue à la Direction nationale de la météorologie. Le chef de service prévision et observation météorologique, Amadou Diakité, nous donne des détails. Il s'exprime au micro de Sokona Kamisoko et de Haruna Diara. Ces 2 derniers jours, il y a eu une perturbation extratropicale, c'est-à-dire une perturbation des régions tempérées qui a eu pour conséquence de la neige dans le sud algérien. Le Mali étant frontalier de l'Algérie, donc, et tous les 2 pays étant sous l'influence du vent d'harmattan actuellement, donc nous avons constaté une baisse des températures. C'est dû au fait que l'harmattan
a affecté la fraîcheur de cette zone nuageuse sur tout le pays. C'est pourquoi nous avons constaté la baisse des températures. Il y avait aussi en altitude un apport d'humidité. Donc ce qui a fait qu'il n'y avait même pas d'ensoleillement, le ciel était couvert et l'humidité associée aux brumes de poussière en phénomène météo, ça favorise de la pluie. Donc c'est pourquoi par endroit il y a eu des cas de pluie. Le phénomène va durer quelques jours, mais ce n'est pas évident que les zones qui ont déjà réussi cette fine pluie soient les mêmes. Ça peut changer, ça peut être l'extrême sud de la région de Sikasso, tout comme ça peut être l'extrême nord de la région de Taoudéni. Mais ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Ça arrive souvent pendant la période sèche qu'il y a eu des cas de pluie. Mais nous, en jargon météo, nous appelons ça des pluies hors saison. C'est des pluies qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que les pluies qu'on a l'habitude de voir pendant la saison des pluies, parce que c'est des fines pluies et ce n'est pas associé souvent à des vents violents et qui viennent en amont des pluies, comme vous avez l'habitude de le constater pendant la saison des pluies. Je commencerai par dire à la population de continuer à suivre régulièrement les informations de Mali Météo et aussi pendant cette période de fraîcheur, de porter des habits adaptés et aussi bien le matin que la nuit. Surtout particulièrement les personnes en situation vulnérable, à savoir les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. La période de fraîcheur va continuer jusqu'en février. AES Actualité, la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, c'est dans une semaine. Pour une parfaite organisation de ce rendez-vous historique, les forces vives se mobilisent. Ils ont animé un point de presse pour inviter les Maliens à s'approprier cette session. Le reportage de Bouraïma Diallo. L'hymne de l'AES pour planter le décor de ce point de presse qui donne le ton de la mobilisation de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES prévue les 22 et 23 décembre prochains ici à Bamako. Déterminé à réserver un accueil chaleureux au président des pays membres de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Abdrahman Tchani du Niger, les forces vives de la nation sont ainsi la mobilisation. L'AES est une organisation du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc à ce titre, les forces vives sont engagées à réserver un accueil digne et patriotique à nos hôtes. Nous invitons encore une fois les forces vives de la nation ces jours-là à réserver un accueil chaleureux à nos hôtes du jour. Et également inviter les différentes régions à travers les 19 régions du Mali et le district de Bamako, à faire les mêmes activités pour que les uns et les autres puissent savoir effectivement que ces rendez-vous est un rendez-vous historique. De sa création à nos jours, plusieurs avancées sont à souligner, d'où l'engagement de la jeunesse pour la cause. Cette deuxième session s'inscrit dans la dynamique de transformation impulsée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président en exercice de la Confédération des États du Sahel. L'AES s'est affirmé comme un cadre politique solide, un instrument de souveraineté collective et un moteur de développement régional. Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a exhorté la presse à jouer sa partition. La solidarité étant la clé du bon fonctionnement de toutes les organisations du monde, les forces vives de la nation ont appelé les filles et fils de l'espace à soutenir ces trois présidents afin de sauvegarder la souveraineté retrouvée.
Les ministres chargés du commerce et de l'industrie et des acteurs du secteur privé de la Confédération des États du Sahel étaient réunis à Niamey pour réfléchir aux réformes nécessaires à l'émergence d'un espace économique souverain et intégré. À la fin de leurs travaux, ils ont été reçus par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Maman Lamine Zeine. Les échanges ont porté sur l'harmonisation des échanges commerciaux et la promotion des chaînes de valeur dans l'espace communautaire. Le compte-rendu de cette audience avec Abari Amiti et Yazi Rabiou de la télévision nigérienne. Les ministres du commerce et de l'industrie de l'Alliance des États du Sahel sont à Niamey pour prendre part à la 3e réunion des ministres chargés de ces secteurs et à la foire du commerce et de l'industrie de l'espace communautaire. Ils sont reçus par le Premier ministre pour exposer les différents projets et plans d'action afin de promouvoir et harmoniser leur domaine d'intervention pour un espace confédéral AES développé. Cette réunion s'inscrit dans l'opérationnalisation des engagements pris par nos chefs d'État dans le cadre de la mise en œuvre de volets développement inclus dans le traité instituant la Confédération des États du Sahel. Donc au Premier ministre, nous avons développé le plan d'action qui a été élaboré le 19 octobre 2024 à Bamako et le bilan qu'on peut en tirer aujourd'hui. Ce plan d'action est structuré autour d'un certain nombre de points. Et le premier point, c'est toutes les questions liées au développement industriel, à la compétitivité et à l'attractivité du secteur privé. Le deuxième volet sur lequel nous avons travaillé, c'est l'amélioration du climat des affaires. Au titre de l'amélioration du climat des affaires, le plan d'action que nous avons élaboré parle de l'adoption d'un code des investissements harmonisé pour les 3 pays, le Burkina, le Mali et le Niger. Mais nous avons aussi énormément échangé sur toutes les questions relatives à l'amélioration des échanges commerciaux entre nos 3 pays. Autre point développé notamment par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Maman Lamine Zeine, la synergie d'action et la coordination des échanges entre pays membres de l'AES pour développer les échanges et renforcer les chaînes de valeur. Le Premier ministre a insisté sur 3 points. Le premier point, c'est toutes les questions liées à la collaboration et partenariat qu'il faut élargir entre tous les acteurs de notre secteur. Donc le Premier ministre nous a invités à la vigilance, au renforcement des actions entreprises, mais surtout de mettre en place des interventions innovantes de façon à associer le secteur privé. Toutes les actions que nous sommes en train de mener soient de nature à assurer une meilleure satisfaction des besoins élémentaires de nos populations. Et enfin, le Premier ministre nous a demandé d'inscrire nos actions dans la durée parce que la lutte à laquelle aujourd'hui l'AES est confrontée est une lutte donc de longue haleine. Le ministre du Commerce et de l'Industrie du Mali, du Burkina Faso, accompagné de leur homologue nigérien Abdoulaye Seydou, ont longuement échangé avec le Premier ministre Ali Maman Lamine Zeine et son staff en vue de faire de cet espace communautaire AES prospère et florissant. Deuxième assemblée générale du réseau africain des spécialistes en passation des marchés. Les membres du réseau africain des spécialistes en passation des marchés se sont retrouvés ce 13 décembre à Ouagadougou. À la faveur de la deuxième assemblée générale ordinaire, les participants passent en revue les activités du réseau. Le compte-rendu de Roger Kam et Pinidier Nianou. Les membres du réseau africain des spécialistes en passation des marchés en assemblée générale ordinaire à Ouagadougou. La rencontre se tient en présentiel et en ligne. Le point de recommandation de la première assemblée générale tenue à Bamako en 2024, l'adoption du rapport d'activité de 2025 et le programme d'activité de 2026 sont au cœur des échanges. Les participants vont véritablement travailler aussi bien en plénière qu'en dans les travaux de groupe. Donc pour véritablement valider les 3 documents, la passation des marchés en Afrique, c'est 30 000 milliards de francs CFA. Et pour uniquement la zone UEMOA, on va se retrouver à environ plus de 10% de ces 30 000 milliards. Donc pour le cas du Burkina, la passation des marchés en 2024 se chiffre à 616 milliards de francs CFA. Donc c'est l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ce réseau qui vont passer la journée avec nous. Plusieurs pays d'Afrique prennent part à cette rencontre de Ouagadougou. Une séance qui a un grand apport pour le Burkina Faso en matière de gestion de la commande publique. Ce que ça peut apporter concrètement au Burkina, c'est que ça va participer à la mobilisation de toute l'expertise du Burkina en matière de gestion de la commande publique. Vous savez,
si on est dispersé, on ne peut pas avoir un impact sur le système de la gestion de la commande publique. Donc il est bon que tous ceux qui sont des acteurs directs de la commande publique puissent se retrouver, s'organiser et se partager les idées, les bonnes pratiques, en tout cas la vision du chef de l'État pour que nous puissions gagner le pari de la bonne gouvernance en matière de la commande publique. Le réseau africain des spécialistes en passation des marchés est créé en 2023 à Bamako au Mali. Renforcement de l'implantation du réseau sur le continent est le thème pour cette deuxième assemblée générale. L'ambassade du Burkina Faso au Mali a célébré en grande pompe le 65e anniversaire de l'accession de son pays à l'indépendance. Célébré chaque année le 11 décembre, cette année, les festivités ont eu lieu ce 13 décembre dans l'enceinte de l'ambassade. Pendant toute la journée, les fils et filles du pays des hommes intègres ont communié à travers partage de repas, chants, danses et projections de films, illustrant toute la beauté, l'unité et l'entente au sein de la communauté burkinabé, même au-delà des frontières. Bokari Koulibaly et Aruna Diarra pour plus de détails. Ce samedi 13 décembre, la Maison africaine du Burkina au Mali s'est muée en un véritable carrefour culturel du pays des hommes intègres. Tenues traditionnelles, mets du terroir, danses et chants populaires, entre éclats de rire et retrouvailles chaleureuses, l'atmosphère vibrait au rythme des valeurs et de l'identité burkinabé. Les fils et filles de la patrie de Thomas Sankara ont répondu présents pour célébrer dans la communion et la fierté l'anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. J'ai amené du thon avec la sauce de sud-est de Burkina Faso. Voilà, préparé avec les feuilles. Voilà, les deux sont différents avec de l'arachide. C'est très doux avec le thon. Ça peut se manger aussi avec du riz, ainsi de suite. L'indépendance, ce n'est pas tous les jours. Voilà, on est fiers, on est contents de tout. C'est une immense joie pour moi de me retrouver à l'ambassade ce matin, de retrouver mes frères et sœurs qui sont au Mali. Au-delà de la célébration, cette activité se veut aussi un levier de transmission et d'engagement citoyen, un hommage appuyé à l'histoire et aux figures emblématiques du pays, illustré par la projection du film Wenzen Koulibaly du réalisateur Bernard Yaméougo, symbole de lutte et de vision panafricaine. À travers ce film, nous avons appris quel héros il a été et comment est-ce qu'il a effectivement lancé la dynamique pour la souveraineté. Vous savez que nos pays se battent aujourd'hui pour ce qui est de souveraineté, mais nous avons vu dans le film que ce n'est pas un combat nouveau, c'est un combat que beaucoup de dévanciers ont eu. Et aujourd'hui, en tant que Burkinabé, en tant qu'Africains, on est fiers. Une journée dense, riche en émotions et en symboles, qui a tenu toutes ses promesses. Les autorités burkinabées saluent une mobilisation à la hauteur de l'événement, reflet de l'attachement de la diaspora aux idéaux du Faso. Le Burkina Faso et beaucoup d'autres pays du Sahel font face à des défis et il faut travailler à pouvoir relever ces défis. Donc c'est le message que le chef de l'État a transmis en invitant les uns et les autres à se ranger, à travailler dans le sens de la paix pour le Burkina Faso. La communauté a répondu présente à l'activité et ils sont venus de partout, voilà, à travers le Mali, ils sont venus prendre part à cette fête et cela nous va tout droit au cœur. Et tous nos partenaires ici présents, tous ceux qui sont venus nous soutenir pour la réussite de cette journée, nous les félicitons. Entre chants folkloriques, gastronomie locale, transmission éducative et animation ludique pour les plus jeunes, la fête fut inclusive et intergénérationnelle. Preuve que 65 ans après son accession à l'indépendance, le Burkina Faso continue de cultiver la mémoire, l'unité et l'espoir bien au-delà de ses frontières. Et ce communiqué relatif à la proclamation des résultats du recrutement pour les postes de rédacteur en chef adjoint, responsable des informations et de responsable technique de la télévision AES. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration informe l'opinion publique de la Confédération des États du Sahel que conformément à l'appel à candidature
partir du 10 novembre 2025. Les candidats retenus pour les postes de rédacteur en chef adjoint, responsable des informations et de responsable technique sont rédacteur en chef Moussa Abdoulaye Papa Aïdara, rédacteur en chef adjoint Alou Diawara, responsable des informations M. Abdoul Nyang, responsable technique M. Mamadou Guindo. Le ministre félicite chaleureusement les personnes sélectionnées et salue l'engagement de l'ensemble des candidats ayant participé au processus. La qualité des dossiers reçus reflète l'intérêt croissant pour la télévision AES et le dynamisme du secteur de la communication au sein de notre espace. La publication des résultats aux autres postes se poursuivra conformément au calendrier établi. Félicitations donc aux collègues et c'est ce qui referme la page AES. Suite de cette édition, le ministre de l'Éducation nationale était ce matin au lycée Askia Mohamed. Amadou Sissavané a échangé avec le corps enseignant sur les conditions de travail. Le but est d'apporter des solutions aux conditions de vie des enseignants. Le reportage de Fadema Keita. La visite du ministre dans les établissements est un exercice plutôt pédagogique puisqu'elle est voulue pour s'imprégner des conditions de travail du personnel d'encadrement des apprenants. C'est dans cet élan que se situe la prise de contact du ministre avec le proviseur et certains professeurs en présence de la directrice de l'Académie d'enseignement Rive Gauche. Les échanges portent sur la conception des fiches de préparation, les problèmes de matériel didactique, la méthodologie de transmission du savoir, la symbiose dans le travail, bref, ce qu'il faut pour que les élèves aient un bon niveau, finalité des résultats satisfaisants en fin d'année. Bien que des membres du cabinet restent pour recenser d'autres préoccupations avec le personnel, les professeurs souhaitent plus d'amélioration de leurs conditions. Il a parlé de la solidarité entre les enseignants, le personnel, et puis l'assiduité, puis le respect aussi. Il faut des matériels adéquats pour l'avancement même de cet établissement. Il y a des salles même qui ne sont même pas éclairées. Et puis on a besoin des matériels. Il faut des matériels adéquats. Pour les salles d'informatique, des laboratoires aussi. Nous sommes vraiment très ravis de cette visite avec les interventions de Monsieur le ministre qui a donné beaucoup de conseils et qui nous a promis une touche pour revoir les installations, l'électrification peut-être et tout ce qui s'ensuit. L'ancien bachelier du lycée Askia Mohamed, aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale, lors de sa visite s'est rendu dans certaines salles de classe où il a prodigué des conseils aux élèves. Sans rien promettre, il constate que ce bâtiment colonial est toujours à l'état vétuste. Donc, il a besoin de retouches. C'est vrai, le lycée Askia, et quand le regarder comme ça, on sent qu'il a besoin, j'allais dire, ça a besoin d'une couche de peinture. Hein. Mais évidemment, ça c'est juste la surface. Il faut peut-être faire les choses. L'ensemble a besoin d'être revu. Dans le planning, la visite dans les établissements se tiendra dans plusieurs académies du pays. Afin d'inculquer la notion de patriotisme chez les élèves du lycée Askia Mohamed, la montée des couleurs a été la première activité suivie par la délégation ministérielle. Le patronat du Mali met des modules en entrepreneuriat à la disposition du ministère de l'Éducation nationale. Cette remise est le fruit d'un partenariat qui vise à contribuer au développement d'une culture entrepreneuriale au sein de l'espace scolaire. La cérémonie s'est déroulée hier au ministère de l'Éducation nationale en présence de notre reporter Alpha Meiga. Le Conseil national du patronat du Mali s'engage pour l'avenir. Ici, des modules d'entrepreneuriat intégrés dans l'enseignement au Mali sont remis au département en charge du domaine. C'est un projet novateur visant à intégrer des modules d'entrepreneuriat dans l'enseignement fondamental et secondaire à travers le pays. Une initiative ambitieuse qui s'inscrit dans une vision claire, former une génération de jeunes Maliens entreprenants,
créatifs et acteurs du développement. L'école était déconnectée donc du monde professionnel et du monde du secteur privé. Et nous voulons casser ce mur pour qu'il y ait dorénavant une connexion, une vraie connexion école-entreprise très tôt. Parce qu'il n'en peut pas en être autrement, puisque la finalité de la formation, la finalité de l'éducation, c'est d'avoir demain la capacité d'avoir de l'autonomie professionnelle. Le projet placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale cible plusieurs catégories d'apprenants. Élèves du fondamental, du secondaire général et technique, de l'enseignement professionnel ainsi que des instituts de formation des maîtres. L'objectif affiché est de développer une véritable culture entrepreneuriale dès le plus jeune âge, en dotant les élèves de compétences pratiques, d'un esprit d'initiative et d'outils pour créer et gérer des activités économiques. Conformément aux recommandations des États généraux de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale restera ouvert, disponible alors à appuyer, à apporter toute l'expertise technique nécessaire, l'accompagnement technique nécessaire, la volonté politique soutenue, que la culture entrepreneuriale soit une réalité. Ce programme marque une nouvelle étape dans l'implication du secteur privé dans les réformes éducatives. Ce programme pourrait à terme transformer tout simplement le paysage éducatif malien. Le comité de pilotage du projet Aspire s'est réuni le vendredi dernier pour évaluer la première année de mise en œuvre du programme. À cette occasion, le directeur du projet Aspire a présenté un bilan détaillé qui met en lumière les acquis enregistrés ainsi que les défis auxquels le projet demeure confronté. Le reportage de Aliou Abdoulaye Touri. Le projet Aspire est un projet financé par le gouvernement norvégien à travers ADRA Norvège et ADRA Mali. Il intervient principalement dans le domaine de l'éducation. Après une année de mise en œuvre, le directeur du projet dresse le bilan des activités réalisées. Nous avons construit 15 salles de classe, nous en avons réhabilité 24. Nous avons construit plus de 30 latrines. Nous avons distribué plus de 11 000 kits scolaires. Nous avons également formé plusieurs personnes au niveau de l'académie, les enseignants ont été formés, les femmes ont été également accompagnées. Nous avons également pu mettre en place 4 périmètres maraîchers. Donc, au niveau de la protection, les enfants qui sont en dehors de l'école, nous avons permis que ces enfants-là puissent rentrer à l'école. Mais ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance, il leur a été également distribué. Plus d'une centaine d'extraits de naissance ont été établis pour les enfants pour qu'ils puissent avoir au moins des papiers. Cependant, malgré ces résultats encourageants, le directeur du projet a également mis en exergue les défis persistants. Il y a un défi qui nous tient vraiment à cœur, c'est la prise en charge des enseignants volontaires. Et depuis 2018, pour être plus précis, nous prenons en charge 40 enseignants volontaires qui ont été formés dans toutes les thématiques possibles pour pouvoir être des enseignants vraiment accomplis. Ces enseignants-là sont dans le secteur de Goumara-Rousse. Nous savons que pour la plupart des personnes affectées par l'État dans ces zones-là, ils décrochent. Donc les écoles restent sans enseignants. Le directeur du projet ADRA a réitéré sa volonté de poursuivre les efforts pour atteindre les objectifs fixés. En 2026, la Banque malienne de solidarité BMSSA envisage d'ouvrir 3 agences au Mali et 2 à Abidjan. L'information est ressortie des travaux de la 93e session ordinaire de son conseil d'administration. Les administrateurs ont aussi discuté du projet de budget 2026, l'approbation de la mise à jour des politiques, chartes et procédures de l'institution financière et de sa succursale d'Abidjan. Le reportage de Mohamed Kayantao et Oumar Katraouri. À 2 semaines de la fin de l'année, la BMSSA tient la 93e session de son conseil d'administration. Cette session constitue également la 3e au titre de 2025. Réunis autour du président du conseil d'administration de l'institution financière, les administrateurs débattent d'un programme ambitieux. La réunion sera essentiellement consacrée à l'examen de l'arrêté intermédiaire au 30 juin 2025, l'allocation d'un budget à notre établissement pour 2026, l'examen du dossier de crédits relevant de compétences de notre conseil d'administration, la validation de certains documents réglementaires, des structures de contrôle exigées par la commission bancaire. Un point d'information sera présenté sur les constats provisoires de la récente mission de la commission bancaire.
La présente session prenant déjà en compte un début de ces recommandations. Évidemment, les projets du budget 2026, l'approbation de la mise à jour des politiques, chartes et procédures de la structure ont été examinés et adoptés au cours des travaux. La vingtaine des participants en a profité pour définir l'appétence au risque et les limites de gestion pour l'exercice 2026 avant de valider les documents des recommandations relatifs à la dernière mission de vérification de la commission bancaire. Au dire du président du conseil d'administration de la BMS SA, l'institution financière est l'une des meilleures banques ayant réussi à réaliser plusieurs projets monétiques et informatiques. 2026 s'annonce à cet effet fort prometteur pour la banque. Elle ambitionne de créer 3 agences au Mali et 2 à Abidjan en Côte d'Ivoire, de renforcer la position extérieure de la banque en devise, de mobiliser les dépôts de la clientèle dans tout le pays et de redoubler les efforts de la BMS SA dans le financement de l'économie nationale. Oui, dans 2 jours exactement, la cité des 333 vibrera au rythme de la culture à la faveur de la Biennale artistique et culturelle édition 2025. Et déjà, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour sa réussite. Le ministre en charge de la culture a procédé cet après-midi à la découverte de la mascotte de la Biennale avant d'inaugurer la salle Ali Farka Touré, une infrastructure entièrement réhabilitée pour un montant de plus de 100 millions de francs CFA sur budget d'État. Cette infrastructure a une capacité de 400 places et accueillera des spectacles et des manifestations artistiques d'envergure. On en sait davantage avec Najim Baba Sissé et Maouloud Tandina. Premier acte posé dans la cité des 333 ce mardi par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et la découverte de la mascotte de la Biennale installée en plein centre-ville. Cette infrastructure est un symbole de l'union, de la cohésion sociale, mais aussi du vivre ensemble qui unit le Malien de tous bords à travers l'art et la culture. La mascotte elle est très belle et c'est l'emblème de la Biennale. Et donc c'est pourquoi nous avons commencé les activités par dévoiler la mascotte qui est la marque déposée de la Biennale artistique du Mali. Voir qu'à Tombouctou, à ce jour, la jeunesse malienne de toutes les régions réunies autour de la Biennale artistique Tombouctou 2025 qu'on a appelé la Biennale de la Renaissance et la Biennale de l'unité nationale. Donc c'était un sentiment de joie et vraiment je souhaite la bienvenue à toutes les délégations. Deuxième acte, l'inauguration de la salle Ali Farka, réhabilitée à coût de plus de 100 millions de francs CFA sur budget d'État. Elle a une capacité d'accueil de 400 places avec toutes les commodités. Les premières visites, les odeurs étaient nauséabondes là-dedans. Aujourd'hui, nous avons une salle toute neuve, en strate, qui peut abriter n'importe quelle manifestation au niveau régional comme au niveau national. Donc c'est pour nous l'occasion, au nom de l'ARDCT, au nom de la population de Tombouctou, de remercier les autorités régionales et nationales pour les efforts consentis pour la rénovation de ce centre-là. L'entreprise Tamcharchar BTP Sarl, chargée de l'exécution des travaux, a pu respecter les délais d'exécution, mais aussi les normes du contrat. C'est financé à hauteur de 138 millions, budget national. L'entreprise, c'est une entreprise locale, Tombouctou. Et le personnel qui a entrepris tous les travaux du moins est un personnel ici de la ville de Tombouctou. Le ministre se réjouit du confort qu'offre l'infrastructure et salue les autorités régionales pour leur implication dans la mise en œuvre des travaux. Nous sommes très contents et très honorés de pouvoir partager ces moments avec le gouverneur de Tombouctou et quelques régions. Donc vraiment la salle, l'ergonomie, c'est bien arrêté et la lumière, ça respecte les normes. Donc c'est sûr que nous allons avoir 2 semaines de biennale de très haut niveau. Donc c'est véritablement la Biennale de l'unité qu'on s'apprête à vivre de façon très intense. Cette inauguration augure déjà la bonne réussite de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. De même que l'arrivée des 3 gouverneurs de région à Tombouctou, à savoir Banyangara, Mopti et Douanza.
Et pour la réussite de la Biennale artistique et culturelle, toutes les sensibilités sont mobilisées. C'est ainsi que le collectif intégrateur des Imouaches et alliés de Tombouctou a remis 80 bœufs et 10 tonnes de riz au gouverneur de région pour sa contribution. Le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Par cette donation, le collectif intégrateur des Imouaches et alliés de Tombouctou entend contribuer à la réussite de la Biennale artistique et culturelle. Ils viennent de remettre 80 bœufs et 10 tonnes de riz d'une valeur de 30 millions de francs CFA au gouverneur de la région. Au nom des 212 chefs de fraction des villages, au nom des 116 élus conseils communaux, au nom des 12 maires de SIAT, au nom du président Ibrahim Agno, je tiens à rendre un véritable hommage, une reconnaissance renouvelée au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, pour le choix de Tombouctou d'abriter les biennales artistiques et culturelles. Ce qui est un projet de développement intégré. Aussi, j'ai associé à cet hommage au gouverneur de la région de Tombouctou. En recevant la donation, le chef de l'exécutif régional s'est réjoui de recevoir cette contribution du collectif des Imouaches. Il les a invités à être mobilisés jusqu'à la fin de l'événement. Nous commençons par remercier le collectif intégrateur des Imouaches de la région de Tombouctou pour ces gestes, cet appui très important dans le cadre de l'organisation de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Nous ne sommes pas surpris parce que nous connaissons déjà l'engagement des SIAT dans le Mali, l'engagement des SIAT en faveur de la paix et de la réconciliation dans la région de Tombouctou. Donc au nom de toute la région de Tombouctou, au nom des autorités, nous disons grand merci au collectif intégrateur des Jimoucha et aller dans la région de Tombouctou. Un autre temps fort de la cérémonie aura été la remise d'attestations à quelques personnalités, notamment le président de la transition, les ministres de la réconciliation et de la culture, au gouverneur et au commandant de la région militaire de Tombouctou. Et pour cette Biennale 2025, une grosse équipe du groupe ORTM est mobilisée pour vous faire vivre l'événement en direct sur l'ensemble de son réseau. Vivement donc le lancement. Ouverture de la deuxième édition du Forum de Caille. C'est une initiative du Conseil patronal de la première région, la municipalité, le service de coopération et d'appui culturel de l'ambassade de France au Mali et le Conseil régional de Caille. Ce forum a pour objectif d'animer une dynamique de réflexion et d'initiative afin de répondre aux enjeux de résilience climatique et de mobilité humaine au Sahel à travers une grande mobilisation des acteurs. Le reportage de Kabadjara. Trois sujets très importants sont au cœur des débats de cette deuxième édition du Forum de Caille porté par le Conseil patronal de la région en partenariat avec la CEFOM Coordination des élus français d'origine malienne. Il s'agit de l'intelligence artificielle et astronomie, de quel apport et de quelle gouvernance pour l'adaptabilité au changement climatique au Sahel, des transformations agricoles pour une souveraineté alimentaire face au changement climatique et du rôle clé de l'action territoriale et de l'approche de développement local aux transitions climatiques. Nous avons convenu que dans cette question de changement climatique, la question de l'habitat est très importante. Parce que si la température fait 50 degrés, on est sous des bétons, c'est assez compliqué. Donc il est assez important de revoir aussi notre habitat. Et ce qui est convenu de faire, c'est de regarder comment mettre en place une unité de fabrication de briques à partir de terre cuite, qui en réalité, pour nous, répond à cette question du changement climatique. On attendait beaucoup de gens qui devaient nous amener vraiment beaucoup de solutions sur le financement, sur les résidences climatiques, parmi plusieurs projets, parce qu'on a appris des choses en Italie, en Allemagne et dans d'autres pays. On est en train de pousser pour que ça vienne à Caille ici, mais ça va venir. Mais je dis seulement vraiment d'être résilient. Le Mali, il y a la sécurité. Nous devons impérativement développer des politiques climatiques qui prennent en compte les réalités de notre région, mettre en œuvre des stratégies agricoles durables et promouvoir
d'utilisation des énergies renouvelables comme moteur de développement. Pour le représentant du gouverneur de la région des Cailles, le Sahel et particulièrement la région des Cailles peut devenir un modèle de résilience climatique. Grâce à notre capacité collective à transformer les défis en opportunités, la coopération transfrontalière, les initiatives locales et l'engagement de notre diaspora en Europe et ailleurs sont autant de leviers qui nous permettront de répondre aux enjeux climatiques et migratoires de manière durable. Rappelons que le thème retenu pour cette deuxième édition est « Agir pour une résilience face au changement climatique et aux enjeux communs de développement durable au Sahel ». L'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo dispose de 4 écoles spécialisées. Il assure à la fois la formation initiale et le développement continu des acteurs judiciaires, contribuant ainsi à rehausser le niveau d'expertise au sein de notre système judiciaire. Porté par une ambition forte, la vision de l'État est de hisser cette institution au rang de référence nationale et régionale, capable de doter le Mali de professionnels aguerris, formés aux exigences d'une justice moderne, efficace et pleinement ancrée dans les principes de l'État de droit. Dans cette optique, la chronique judiciaire de ce soir vous propose un éclairage particulier sur le rôle, les missions et les perspectives de l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo. C'est avec Garibou Pérou et Tchédje Kamara. On dit souvent que la justice ne vaut que par les femmes et les hommes qui l'incarnent. À l'Institut Maître Demba Diallo, cette maxime prend la force d'un credo, car c'est bien dans cet établissement public à vocation scientifique que se joue une part de l'avenir judiciaire du pays. Nous avons 4 grandes écoles. L'école de la magistrature, l'école des greffes, l'école des notaires, l'école des huissiers commissaires de justice. On avait une 5e école qui était l'école des surveillants de prison. Mais depuis 1 an, n'est-ce pas, ce corps a été doté d'une école qui fait que nous n'assurons plus la formation des surveillants de prison. Notre mission, c'est donc, dans un premier temps, assurer la formation initiale de ces différents acteurs judiciaires et, dans un second temps, assurer la formation continue, cette fois-ci, de tous les acteurs judiciaires. Donc, ça va au-delà des 4 corps que nous formons. Vous aurez remarqué que nous n'assurons pas la formation initiale des avocats, ils ont leur propre école. Mais en ce qui concerne la formation continue, outre ces 4 corps que j'ai précédemment cités, il y a aussi les avocats, il y a aussi les journalistes comme vous, il y a les experts judiciaires, il y a la société civile. Nous sommes également une école supérieure de droit, comme j'ai coutume de le dire, aux officiers, par rapport aux officiers de police judiciaire. Je parle des gendarmes et des policiers qui également suivent souvent des formations de haut niveau, ici même à l'Institut national de formation judiciaire. Donc, une double mission, assurer la formation initiale, mais également la formation continue et le perfectionnement des acteurs judiciaires. L'Institut porte une vision, presque une ambition, forger un corps judiciaire capable de répondre aux défis contemporains. Et pour y parvenir, il s'appuie sur 4 écoles, chacune attentive aux pratiques professionnelles et adaptant avec précision ses programmes aux réalités du moment. Nous avons terminé la maquette de l'école de la magistrature, la maquette de formation, et la maquette de formation également de l'école des greffes. Donc, nous sommes en train d'achever la maquette de formation des notaires et des huissiers commissaires de justice. Ouais, le but de cela est de faire en sorte que notre école soit en phase avec les réalités du jour. Donc nous sommes toujours dans l'innovation. C'est pourquoi il y a 2 ans, nous avons revu carrément la maquette de formation des auditeurs de justice et la maquette de formation des greffiers en chef. Stagiaires, maintenant nous sommes en train, n'est-ce pas, de travailler sur les 2 autres maquettes, celle des huissiers commissaires de justice et des notaires. Toujours à l'idée que nous puissions former des professionnels, n'est-ce pas, aptes à faire face aux défis de l'heure. Au cœur des réformes judiciaires, l'Institut s'affirme comme un véritable levier, un lieu où se forment l'ensemble des acteurs indispensables à l'état des droits. À l'heure où les exigences de transparence, d'efficacité et d'éthique deviennent pressantes, la formation apparaît comme rempart et espoir. L'Institut a un rôle central. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que les hommes et les femmes qui sortent de cette école puissent être des cadres de haut niveau, capables de faire face aux défis de l'heure. Aucune réforme aujourd'hui ne peut réussir si vous n'avez pas un personnel qualifié. Nous avons dit que
Et si l'État du Mali a estimé à un moment donné que cette école devait porter le nom de Maître Demba Diallo, et Demba Diallo avait dit, dans un de ses discours, que lorsque vous avez décidé de porter la robe, vous n'avez plus le droit d'être médiocre. Et c'est ça notre philosophie. Vous ne pouvez pas sortir de cette école et ne pas être à hauteur de souhait. Nous mettons en place un système qui fait que tous ceux qui ne sont pas à hauteur de souhait ne puissent pas franchir la porte de sortie. Si nous sommes aujourd'hui capables de former des gens de bon niveau, c'est parce que aussi le recrutement a été à hauteur de souhait. Passé en mode bimodal, l'Institut ne s'arrête pas en si bon chemin. Les chantiers se multiplient, les ambitions s'affinent. Autant de signes d'un établissement déterminé à offrir un cadre d'apprentissage à la hauteur de son époque. Bientôt, nous allons terminer certaines infrastructures majeures pour nous, telles que l'amphithéâtre de 600 places, la cafétéria, la bibliothèque. Ce sont des projets en cours que l'État a accepté de financer sur le budget de 2026 pour terminer ces infrastructures. Nous sommes aujourd'hui délocalisés à Caille et à Mopti. Nous avons aussi la maison justice, un joyau que nous avons eu à Sévaré. Et aujourd'hui, l'Institut national de formation, tout ce que nous faisons ici comme formation, nous le faisons en mode bimodal, à la fois en présentiel et en distanciel. Parce que nous sommes capables aujourd'hui de déplier une même formation ici à Bamako en présentiel et en même temps en distanciel sur Caille et sur Sévaré et sur Mopti. Donc ça, c'est des acquis aujourd'hui que nous avons. Et tout ça, c'est avec l'accompagnement de l'État, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons aussi une cité d'hébergement ici à l'Institut. Nous arrivons à loger, n'est-ce pas, nos auditeurs de justice qui sont en difficulté, qui ont des difficultés de logement. Ils peuvent être logés ici pour pouvoir suivre tranquillement les cours. Éthique, déontologie, excellence, telles sont les valeurs qui ont marqué la figure de Maître Demba Diallo. Ce n'est donc pas un hasard si l'Institut a choisi de s'en réclamer. Ici, rien n'est figé, tout est pensé pour que la compétence naisse du croisement entre savoir théorique et exigence pratique. CAN Maroc 2025, jour J-5. Dans la série de présentation des équipes, ce soir, focus sur le groupe C. Il est composé de 2 anciens vainqueurs que sont le Nigeria et la Tunisie et 2 prétendants au titre, l'Ouganda et la Tanzanie. Le Nigeria et la Tunisie partent avec la faveur des pronostics. Comment ces nations entendent défendre leur couleur nationale au Maroc lors de cette course africaine? La réponse avec Diara Konati. Composé du Nigeria, de la Tunisie, de l'Ouganda et de la Tanzanie, le groupe C de cette CAN 2025 est déséquilibré. Le Nigeria, 3 fois vainqueur de la compétition 1980, 1994 et 2013, est un habitué de la CAN. Finaliste de la dernière édition, en 18 participations, part en position de force dans cette poule. Le sélectionneur Eric Sechsel comptera sur les stars comme Victor Osimhen de Galatasaray, Ademola Lookman d'Atlanta Bergame et Alex Iwobi de Fulham. Champion d'Afrique en 2004, à domicile, la Tunisie reste sur une élimination dès le premier tour en 2023 en Côte d'Ivoire. Les Aigles de Carthage tenteront de se racheter au Maroc. L'équipe sera dirigée par l'ancien international Sami Travelsi, 12 ans après un premier passage couronné par la victoire au CHAN en 2011. Pour cette CAN, l'accent sera donc mis sur la défense avec une charnière centrale solide composée de Monstar Talbi, Yacine Meria et Dylan Brown. L'Ouganda fait son retour parmi les grands à la CAN. Après cette année, sans y avoir disputé un match, les CAN débarquent au Maroc dans l'espoir de pouvoir faire sensation. D'ailleurs, la sélection ne cache pas ses ambitions de vouloir rivaliser avec discipline et équilibre contre les grandes nations de football. À la tête de la formation ougandaise, depuis 2023, le Belge Paul Put entend s'appuyer au Maroc sur la solidarité, l'engagement et surtout les forces offensives basées sur la jeunesse. Enfin, la Tanzanie se battra jusqu'au bout pour essayer de passer le premier tour en 4 participations. Le nouveau sélectionneur des Taifa Stars, Miguel Angel Gamodi, aura du pain sur la planche. Future co-organisatrice de la CAN 2027, la Tanzanie veut privilégier la discipline tactique et un jeu constant autour du capitaine Ali Samanta du Havre en Ligue 1 française.
Page noire de cette édition. La nouvelle est tombée très tôt ce matin. Cissé Fatimata Kouyaté, présidente de l'agence malienne de voyage et du tourisme, est décédée des suites d'une maladie de courte durée. Elle a œuvré pendant très longtemps à la promotion du tourisme au Mali. Cissé Fatimata Kouyaté a participé à plusieurs débats sur la télévision nationale. Ces obsèques feront l'objet d'un communiqué. Voilà, décès de Cissé Fatimata Kouyaté, présidente de l'agence malienne de voyage et du tourisme. Que de la paix pour son âme. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.